Pourquoi sommes-nous différents, hommes et femmes, et surtout, pourquoi sommes-nous profondément complémentaires? Prenons un exemple très parlant, la dépression. Les recherches montrent qu'elle touche 2 à 3 fois plus les femmes que les hommes. Mais au lieu de rester figés sur ce constat, ouvrons ensemble la réflexion. Je voudrais aborder ce sujet sous 3 angles. D'abord, les causes biologiques et hormonales, avec tout ce que cela implique au niveau des neurotransmetteurs et de la chimie du cerveau. Ensuite, les causes psychologiques, liées à notre manière d'interpréter la vie et nos émotions. Et enfin, les causes sociales, car il est impossible d'ignorer à quel point le rôle de la femme a évolué dans nos sociétés modernes et combien cela impacte son équilibre intérieur. Rassurez-vous, je ne vais pas vous noyer sous une avalanche d'études scientifiques, même si tout ce que je partage ici est solidement documenté. L'essentiel est ailleurs, retenir que le cerveau masculin et le cerveau féminin ne fonctionnent pas de la même façon. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, ou même si vous observez simplement vos parents de près, vous avez sans doute remarqué ces différences subtiles et pourtant fondamentales. Le cerveau, dans son organisation, nous révèle déjà une partie de l'histoire. L'hémisphère gauche est davantage lié à l'analyse, à la logique, alors que l'hémisphère droit est le siège de l'émotion, de la mémoire et de l'intégration. En général, l'homme mobilise davantage son hémisphère gauche, alors que la femme est plus connectée à son hémisphère droit. Mais voici ce qui est encore plus fascinant. Une étude menée à l'Université de Pennsylvanie en 2013 a montré que le cerveau féminin possède beaucoup plus de connexions entre les deux hémisphères, tandis que le cerveau masculin développe surtout des connexions à l'intérieur de chaque hémisphère. Et cela change tout, non seulement dans la manière de penser, mais aussi dans la façon de ressentir et d'entrer en relation avec les autres. En résumé, l'homme a tendance à traiter plus rapidement l'information à l'intérieur d'un seul hémisphère, alors que la femme passe constamment de l'un à l'autre. C'est pour cela que j'aime comparer le cerveau féminin à un système 4G, toujours connecté, toujours en train de croiser les données. Tandis que le cerveau masculin fonctionne un peu comme un fax. Il se concentre sur une tâche, la traite, puis passe à la suivante. De là naissent des différences du quotidien à la fois amusantes et révélatrices. Imaginez la scène. Un homme regarde un match de football et sa compagne lui dit doucement « N'oublie pas de me donner de l'argent pour les courses ». Il acquiesce, mais son esprit est absorbé par le jeu. Quelques minutes plus tard, quand il change de canal mental, il se retourne. « Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as demandé déjà à propos de l'argent ?» De notre côté, nous, les femmes, avons cette capacité de répondre à un message, de tenir une conversation et de penser simultanément à 2 ou 3 autres choses. Ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est simplement une autre manière de fonctionner. L'homme a une plus grande faculté de concentration sur une seule tâche, tandis que la femme jongle avec plus de données à la fois, ce qui lui permet de créer des liens très rapidement. Et puis, il faut reconnaître que les hommes possèdent un privilège neurologique unique, ce fameux espace vide, une sorte de pièce intérieure où littéralement ils ne pensent à rien. Quand un homme affirme « je ne pense à rien », il faut le croire, c'est vrai, tandis qu'une femme, elle, ne peut pas. Et j'ai même entendu une patiente plaisanter « Mon plus grand cauchemar, c'est que ma femme entre dans mon espace vide et commence à le décorer ». Ces différences ne sont pas seulement cérébrales, elles expliquent aussi certains comportements de la vie quotidienne. L'homme valorise davantage les objectifs, l'action, le résultat. La femme, elle, a tendance à unir, à relier, à créer du lien. Eux déclenchent des guerres. Nous organisons les repas de famille du dimanche. Eux se concentrent sur des points précis, nous voyons les connexions invisibles entre ces points. Un exemple marquant a été raconté lors d'une conférence par un ancien membre de la CIA. Après les attentats du 11 septembre, une équipe avait pour mission de retrouver Ben Laden. Pendant des années, ils n'ont pas réussi à localiser sa cachette. Puis, une femme a intégré le groupe. On lui a montré les données, éparpillées, fragmentées. Elle les a parcourues et presque immédiatement, elle a dit « Ben Laden est ici ». Les autres en sont restés bouche bée. Mais grâce à cette capacité intuitive de relier les pièces du puzzle, ils ont fini par le retrouver.
Voilà le génie du cerveau féminin. Il relie les points. Le cerveau masculin, lui, choisit un point unique et le scrute avec une précision impressionnante. L'homme est monofocal et ce qu'il voit, il le voit souvent bien mieux que nous. Mais la femme, avec son apparente dispersion, peut découvrir des éléments que l'œil masculin n'aurait jamais perçus. Cette différence se retrouve aussi dans notre manière de gérer les conflits. Lorsqu'un homme va mal, il s'isole. Lorsqu'une femme souffre, elle a besoin d'en parler. Et c'est là que les malentendus apparaissent. Elle insiste pour qu'il s'exprime, alors que lui préfère le silence parce que son mode de survie, c'est de se retirer. À l'inverse, quand une femme traverse une épreuve, l'homme croit bien faire en la laissant seule, alors qu'elle a justement besoin de dialogue et de présence. Même dans la dépression, ces différences se manifestent. Chez l'homme, les blessures viennent souvent du domaine professionnel, de la sensation d'échec dans ses objectifs. Chez la femme, elles sont plus liées au champ affectif, au sentiment de ne pas être aimée, reconnue, chérie. Pour une femme, ne pas se sentir aimée, c'est se sentir abandonnée. Pour un homme, ne pas se sentir utile, c'est perdre son équilibre intérieur. Dans les deux cas, c'est le lien avec ce qui nous nourrit profondément qui se rompt. Sur le plan biologique, la femme est plus vulnérable à la dépression pendant sa période fertile. Pourquoi ? Parce que les œstrogènes interagissent directement avec la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Ainsi, à la puberté, pendant la grossesse, après l'accouchement ou encore à la ménopause, ces fluctuations hormonales influencent fortement l'humeur et la stabilité émotionnelle. Mais au-delà du biologique, il y a le psychologique. Nous vivons à une époque marquée par un stress chronique permanent. Le cortisol, l'hormone du stress, s'emballe non seulement quand survient une menace réelle, mais aussi quand nous l'imaginons. Le corps réagit de la même manière face à un véritable incendie que face à l'idée qu'il pourrait y avoir un incendie. Et le plus frappant, c'est que près de 90% de nos peurs ne se réalisent jamais. Résultat, nous inondons notre organisme de cortisol jour après jour, sans raison tangible. Un excès de cortisol ne reste jamais sans conséquences. Il enflamme le corps et déclenche des troubles physiques comme les gastrites, les arthrites, la fibromyalgie ou encore une baisse des défenses immunitaires. Mais il abîme aussi le cerveau, blocage de l'hippocampe, perte de mémoire, état dépressif. Et voici l'un des plus grands défis de la femme aujourd'hui, la conciliation. Environ 20% veulent se consacrer uniquement à leur carrière, 20% uniquement à leur famille, mais 60% essaient de mener les deux de front. Cette exigence permanente les expose à un niveau de stress qui, à long terme, ouvre la porte à la fatigue, à la tristesse, puis à la dépression. Beaucoup de femmes vivent prisonnières du syndrome du perfectionnisme, ce sentiment d'insatisfaction permanente. Rien n'est jamais assez bien, l'esprit ne s'arrête jamais et le présent n'est jamais pleinement savouré. Cette hyper-exigence, combinée aux inquiétudes constantes pour les enfants, pour le conjoint, pour le travail et au bouleversement de rôle dans la société, conduit de plus en plus de femmes à sombrer dans une dépression silencieuse. Contrairement aux hommes, dont la carrière suit souvent un chemin plus linéaire, la femme est parfois obligée de s'arrêter, de mettre une pause pour prendre soin. Car si elle ne se ménage pas, elle finit par s'effondrer. Et quand une femme s'effondre, c'est bien souvent toute la famille qui vacille avec elle. Le corps et les hormones jouent un rôle majeur dans l'équilibre émotionnel de la femme, et cela dès l'adolescence. Entre 11 et 13 ans, on observe déjà une augmentation notable des consultations liées à la santé mentale chez les jeunes filles. Prenons un exemple concret, le syndrome prémenstruel. Dans les jours qui précèdent les règles, beaucoup de femmes ressentent des changements d'humeur, de l'irritabilité ou une tristesse passagère. Chez celles qui connaissent déjà une fragilité émotionnelle au fil du cycle, ces symptômes peuvent s'accentuer. Heureusement, il existe des approches efficaces, de la psychoéducation à l'adaptation du mode de vie, en passant par des traitements hormonaux ou médicamenteux. Mais tout cela doit être pensé et personnalisé avec l'aide de professionnels de santé. L'essentiel est de reconnaître ces signes et de demander du soutien lorsqu'ils impactent le quotidien. Chez les adolescentes et les jeunes femmes, l'usage d'antidépresseurs exige toujours une évaluation médicale prudente
un suivi attentif et, si possible, un accompagnement psychothérapeutique et familial. Je le répète avec force, si vous repérez un schéma cyclique qui vous freine, qui perturbe vos journées, parlez-en. Des solutions existent, validées scientifiquement, et l'enjeu n'est pas de souffrir en silence, mais de trouver l'approche adaptée à votre propre histoire. La dépression pendant la grossesse représente un véritable défi clinique. Non traitée, elle peut avoir des répercussions importantes, autant pour la mère que pour l'enfant à naître. C'est pourquoi chaque situation doit être évaluée individuellement. On privilégie d'abord les interventions psychologiques lorsque c'est possible, et si un traitement médicamenteux s'avère nécessaire, on choisit avec soin les molécules les plus sûres, toujours sous surveillance spécialisée. Dans les formes les plus sévères, l'équipe médicale peut envisager des approches somatiques particulières, comme la thérapie électroconvulsive TEC. Aujourd'hui, elle se pratique selon des protocoles modernes, sous anesthésie et avec un suivi étroit. Ces décisions ne sont jamais prises d'au bout à la légère. Elles relèvent d'une discussion entre la patiente et une équipe pluridisciplinaire, pesant soigneusement les risques et les bénéfices. Quel que soit le degré des symptômes, le message essentiel est clair: demandez de l'aide et restez suivi. Avant même de prescrire un médicament à une femme en âge de procréer, les professionnels s'assurent toujours d'exclure ou de prendre en compte une éventuelle grossesse afin de choisir l'option la plus adaptée et la plus sécuritaire. Si une femme découvre sa grossesse alors qu'elle est déjà sous traitement, il est capital de ne jamais interrompre brutalement ses médicaments seule. Elle doit consulter afin d'évaluer les alternatives possibles, car les décisions thérapeutiques se prennent toujours de manière partagée et éclairée. Après l'accouchement, les bouleversements hormonaux, la fatigue et le nouveau rythme de vie augmentent le risque de troubles de l'humeur. Chez les femmes ayant déjà des antécédents psychiatriques, comme une dépression ou un trouble bipolaire, il est recommandé de mettre en place un plan de prévention et un suivi rapproché. Dans de rares cas, les dépressions du postpartum peuvent s'accompagner de symptômes psychotiques, avec une perte de contact avec la réalité. Ce sont des urgences médicales qui nécessitent une prise en charge immédiate pour protéger à la fois la mère et le bébé et rétablir le lien vital entre eux. La recherche en psychiatrie périnatale confirme que ce lien commence à se tisser dès la grossesse et se consolide après la naissance. Un environnement sensible, stable et attentif favorise l'équilibre émotionnel du nouveau-né. C'est pourquoi soutenir la santé mentale de la mère, c'est aussi offrir au bébé les meilleures conditions pour grandir et s'épanouir. Au cours des 2 premières années de vie, le système émotionnel du bébé est particulièrement malléable. Le climat relationnel, les soins, le contact, la tendresse, le jeu partagé contribuent directement à sa régulation intérieure. C'est ce qui justifie des pratiques comme le pot à pot et la promotion du lien précoce, dès que la situation médicale le permet. Lorsque la mère traverse une dépression périnatale, il peut lui être difficile d'interagir pleinement avec son enfant. Mais l'accompagnement professionnel et le soutien de la famille transforment profondément le pronostic. Parfois même, certains troubles alimentaires du nourrisson s'améliorent simplement en traitant la dépression maternelle. La ménopause constitue une autre étape de bouleversement. Au-delà des symptômes physiques, bouffées de chaleur, troubles du sommeil, elle peut s'accompagner de variations de l'humeur. Là encore, il existe des stratégies non médicamenteuses, mais aussi des traitements adaptés, qu'il s'agisse d'une hormonothérapie substitutive ou de médicaments spécifiques, toujours évalués au cas par l'équipe médicale en fonction des bénéfices et des risques. Face à des expériences de vie difficiles, comme une violence sexuelle, une perte de grossesse ou une interruption volontaire, l'impact psychologique varie énormément. Certaines femmes ressentent du soulagement, d'autres de la tristesse, de la culpabilité ou de l'ambivalence. L'essentiel est d'éviter toute généralisation et d'offrir une écoute respectueuse et informée. Et rappelons-le, même si l'événement remonte à des années, une femme qui a besoin d'en parler mérite toujours d'être entendue et, si nécessaire, orientée vers un soutien psychologique spécialisé. En somme, tout au long de la vie d'une femme,
Il existe des étapes sensibles aux changements hormonaux et sociaux qui influencent directement son état d'esprit. L'adolescence, la grossesse, le postpartum et la ménopause sont des moments clés où la santé mentale demande plus d'attention et d'accompagnement. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais de processus naturels qui appellent soutien, bienveillance et parfois une aide professionnelle. Souvenons-nous toujours, demander de l'aide n'est pas un signe de fragilité, c'est un acte de courage et de force intérieure. Hommes et femmes, nous sommes différents, mais aussi profondément complémentaires. L'homme, le plus souvent, se concentre sur un objectif précis et a besoin de se sentir utile. La femme, quant à elle, a tendance à relier, à unir et cherche avant tout à se sentir aimée. Pendant les périodes fertiles, la femme est plus vulnérable à la dépression en raison de facteurs hormonaux et sociaux, alors que chez l'homme, ce sont surtout les difficultés professionnelles qui constituent un terrain critique. Comprendre ces différences, ce n'est pas les utiliser pour nous séparer, mais au contraire pour mieux nous soutenir. C'est se rappeler que la véritable force ne réside pas dans le fait de tout porter seul, mais dans le courage de reconnaître quand nous avons besoin d'aide et dans la sagesse de ne pas marcher ce chemin en solitude.